Et voilà. Attendez, vous faites semblant, voilà. Vous posez le stylo sur la feuille et vous nous regardez. Je peux tirer la langue? Ouais, c'est plus rigolo. Hein. C'est bon? Vous avez ce qu'il faut? En tout cas, on est ravis et honorés, Monsieur Bidart, que vous ayez accepté notre invitation. Cette initiative, au départ, c'était l'initiative de l'association Les Amis de la Vie qui m'avait sollicité, une association très dynamique, très riche dans ses échanges et ses actions sur le Bergeracois et qui ont toujours eu la gentillesse de m'inviter et de m'accepter dans leur petit cercle. Et donc, ils avaient un moment envie de faire appel à vous, de vous inviter sur Bergerac, ils m'ont sollicité et je me suis engagée avec eux dans cette action-là. Et puis rapidement, nous avons été rejoints par plusieurs associations de Bergerac qui étaient vraiment très intéressées par l'idée que vous veniez, que vous nous accordiez un petit moment d'échange et de partage. Et donc ça a créé une dynamique extraordinaire sur Bergerac. Hier encore, on en parlait entre nous. Ça nous a permis de créer des liens entre différentes structures, entre différents mondes qui travaillaient un petit peu, chacun un peu de son côté, toujours avec dans le même sens, le sens de créer des liens, dans le vivre ensemble, dans le rapprochement des différentes religions, cultures. Et ça a été vraiment une expérience très très riche. Et nous souhaitons vraiment continuer cette démarche-là avec toutes ces associations-là. Mais vous regarde ou je regarde la caméra? Vaut mieux qu'on se regarde nous. Vaut mieux qu'on se regarde nous. Hein. Ouais, d'accord. C'est presque un sujet du bac. Débat ou combat? Oui, engagement ou combat. Hein, c'est ça effectivement sur quoi on est parti tout à l'heure. Hein. Moi souvent je préfère dire engagement sur la fraternité ou sur nos valeurs en fait, ou sur toutes les valeurs humanistes, hein, pas seulement les valeurs françaises ou les valeurs républicaines. Parce que combat, par les temps qui courent, je pense que si on peut éviter de combattre le plus possible, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'engager, mais au contraire, justement choisir le vocabulaire aussi, hein, et le vocabulaire de l'engagement. Partout où je vais, je trouve de plus en plus d'engagés, que moi j'appelle des tisserands, c'est-à-dire des gens qui recréent du lien culturel, qui recréent du lien social, dans une France qui est très fracturée, une société qui est très divisée contre elle-même. Donc c'est pour ça que j'essaie d'éviter les termes de combat, les termes un peu guerriers, et de privilégier quelque chose de plus positif, qui est justement du côté du lien et de la recréation du lien. Déjà, occupons-nous de ce qui se passe chez nous. Hein, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il faut se désintéresser des malheurs du monde, hein, c'est pas du tout ça. Mais bon, il y a des points de conflit dans le monde, hein, qui sont très importants, mais préoccupons-nous déjà de notre société française qui souffre, avec beaucoup d'incompréhension, par exemple autour de l'islam, et beaucoup de tensions autour de l'intégration, autour de l'immigration, ancienne ou récente. Beaucoup aussi d'inégalités sociales, des inégalités sociales qui se creusent, donc beaucoup de forces centrifuges qui menacent de faire éclater notre corps social et qui sont exploitées par des forces politiques extrêmes qui voudraient dresser les gens les uns contre les autres, hein, les riches contre les pauvres, les Français de souche contre les autres. Et je crois que nous devons avoir la responsabilité collective, la générosité collective, le bon sens collectif de résister à ces tentations de rejet, de repli sur soi, de haine, etc. Et comprendre tout simplement, c'est du bon sens, qu'on peut se retrouver autour de valeurs qui vont nous bénéficier à tous. Si on parle de fraternité aujourd'hui, tout le monde doit pouvoir en bénéficier, hein, quelle que soit son origine, quelle que soit sa culture, etc. La grande difficulté, c'est d'arriver à faire en sorte que cette belle idée, cette belle notion, devienne une réalité. Hein, et c'est ça qui est en crise aujourd'hui en France, c'est l'écart, je ne dis pas la contradiction, mais l'écart entre des idéaux qui sont très nobles, et on n'a pas de plan B, hein, il faut de la liberté, il faut de l'égalité, il faut de la fraternité, j'ajoute la laïcité, il faut de la laïcité,
Mais aujourd'hui, on n'arrive plus à faire fonctionner ces idéaux d'une façon suffisamment efficace et suffisamment convaincante. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont victimes de discrimination, il y a des gens qui sont victimes d'inégalités. Il y a une fraternité qui ne fonctionne pas bien. Et donc, on est tous convoqués devant un gros effort collectif pour redonner de la réalité à tout ça. Voilà. Et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'exclus de ce bénéfice des valeurs, justement. Et de crispation peut-être autour de choses qui, jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain temps, étaient tolérées. On va parler des femmes et du voile. Est-ce que c'est très important ce voile, ou d'enlever ce voile pour entrer à l'école, à l'université, ou est-ce qu'on peut parler de ça tout à fait librement en se disant voile, pas voile? Oui. Alors, pour l'instant, et je m'en félicite, il n'y a d'interdiction du voile qu'à l'école, pas à l'université. Hein. Je crois qu'il faut qu'on arrête tous de faire une fixation sur cette question du voile. On devrait savoir, grâce à notre culture française, que, alors j'ai envie de dire, l'habit ne fait pas le moine, ou plus exactement que il ne faut pas se fier aux apparences, et c'est pas très sage en général que de juger quelqu'un d'après son apparence. Hein. Donc il me semble que dans nos espaces publics, quelle que soit la façon dont les uns et les autres s'habillent, nous devons pouvoir nous retrouver autour de vraies convictions. Voilà. Et je pense que, quel que soit le style vestimentaire des uns et des autres, on peut partager des convictions sur la nécessité de se tolérer, sur la nécessité de se respecter, hein, sur l'importance de la liberté de conscience, sur l'importance de l'égalité entre les hommes et les femmes, de l'égalité entre tous les citoyens. Hein. On peut se retrouver non seulement sur des convictions, on peut se retrouver, je l'ai dit tout à l'heure, sur des engagements. L'engagement à faire en sorte qu'aujourd'hui, il n'y ait plus dans nos sociétés de ghettos, hein, de ghettos culturels ou de ghettos sociaux. Donc quelle est la responsabilité là des citoyens, des collectivités locales, des élus, des institutions, pour qu'enfin on sorte de cet engrenage qui crée toujours plus, Manuel Valls disait d'apartheid, c'est-à-dire de séparation sociale, voire de ségrégation sociale, entre des riches qui essaient de se protéger et des pauvres qui subissent et qui sont toujours plus relégués. Donc pour moi, par rapport à ça, le voile est vraiment accessoire. C'est-à-dire, vous vous souvenez, il y avait un livre de Régis Debray qui avait un très beau titre, il disait « Ce que nous voile le voile ». Hein, c'est-à-dire que derrière le problème du voile, il y a des problèmes autrement plus importants, des questions plutôt, autrement plus importantes qui nous attendent. Donc moi, j'ai été favorable à la loi du 15 mars 2004 pour l'interdiction du voile à l'école, mais je pense que maintenant, voilà, on a cette loi, parce que l'école est un espace particulier dans la République française et dans la société française, mais maintenant, il faut arrêter de faire une fixation collective sur cette question, et passer aux choses sérieuses, je dirais. Dans la fraternité, il y a aussi une histoire de proximité, ce que vous disiez. Non seulement fraternisons même avec notre voisin, mais fraternisons d'abord avec notre voisin. C'est-à-dire ça ne sert à rien de vouloir fraterniser dans l'abstrait. Moi, c'est ce que je dis partout avec mon petit plaidoyer pour la fraternité. Je dis, il y a des occasions de fraternité partout où vous êtes. C'est-à-dire, rejoignez une association de quartier. Demandez-vous qui sont les gens avec qui vous vivez. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que souvent, la sagesse, mais une sagesse de bon sens, hein, pas une sagesse je ne parle pas de sainteté, c'est simplement de se demander ce qu'on peut faire dans son périmètre immédiat, là où on vit. J'ai des collègues de bureau, j'ai des voisins de palier, il y a des gens que je vois tous les jours à la sortie de l'école quand je viens chercher mes gamins, etc. C'est à ce niveau-là que joue la fraternité, c'est-à-dire simplement entrer en dialogue avec l'autre, apprendre à discuter avec lui, voir qui il est, comment il vit, etc. En allant au-delà d'un certain nombre de préjugés et avec la conviction qu'on peut tous vivre ensemble à condition que chez les uns et chez les autres, on fasse un petit pas vers l'autre. C'est-à-dire qu'on devienne les uns et les autres un peu plus ce qu'on appelait autrefois des femmes et des hommes de bonne volonté. Hein. Et on sait que dans la vie, en général, on a du mal avec qui ? On a du mal avec celui qui ne veut pas faire d'efforts. Voilà. Celui qui reste fixé sur des préjugés, sur des positions, sur des convictions, etc. Je crois qu'aujourd'hui, on est confronté à de telles difficultés dans notre société, à de tels défis, on peut le dire de façon positive, qu'on a une culture ou une éducation collective à retrouver qui est celle simplement du pas vers l'autre. Voilà. Savoir comment il pense, quel est le sens véritable de ses convictions, etc. Si je suis, par exemple, je prends l'exemple souvent qui crispe beaucoup, l'autre est croyant, moi je suis athée, ou l'autre est athée, moi je suis croyant, ou l'autre est juif, moi je suis chrétien, ou l'autre est musulman, et moi je suis athée, ou chrétien, ou ceci ou cela. Comment il pense ? Qu'est-ce qui me rapproche de lui ? On insiste toujours aujourd'hui sur nos différences,
Mais qu'est-ce qui nous rapproche avant même de penser à ce qui nous différencie? Avant d'être athée, musulman, ceci ou cela, c'est un être humain. C'est un être humain qui cherche un boulot, c'est un être humain qui a envie d'être heureux, c'est un être humain qui cherche à exister un peu plus dans la société, qui a des enfants, qui a des parents, qui s'inquiètent pour son avenir ou pour l'avenir de ses enfants. Voilà. Essayons de cultiver la conscience claire, simple, quotidienne de ce qu'on a en commun, plutôt que d'insister toujours sur des marqueurs d'identité qui nous font fantasmer l'idée que l'autre est absolument différent de nous. Voilà. Et on est surtout aussi aujourd'hui marqué aussi par des difficultés sociales qui font penser qu'effectivement il y a des grandes différences ethniques ou de pensée, c'est beaucoup de peur en fait, mais qui sont quand même liées à un moment économique qu'on peut dire quand même difficile. Oui, on est dans un moment économique difficile. Alors, relativisons aussi, c'est-à-dire qu'il y a des fractures sociales, il y a des inégalités, il y a de la pauvreté. On est quand même un des pays les plus riches du monde. Donc pour nous, hélas, je dirais que c'est un problème de riches. C'est un problème de riches, c'est-à-dire que, de toute évidence, en France, on a encore des efforts à faire et des progrès à faire pour la redistribution de la richesse. On est une société très riche, on est un pays très riche, et dans lequel c'est un combat à reprendre du 19e siècle, du 20e siècle, et le combat de redistribution de la richesse. Donc par rapport à ça, effectivement, il y a une question des inégalités qui est très importante, mais par rapport à laquelle il s'agit de ne pas désespérer. Pas se dire que, comme on l'entend souvent, d'ailleurs dans les campagnes électorales, la France serait en faillite, etc. On est quand même une société qui est très riche, donc préoccupons-nous de la façon dont on fait accéder tout le monde à une vie décente, ou à ce que l'économiste indien Amartya Sen appelle la capabilité. C'est un mot qui paraît compliqué comme ça, mais ça veut dire donnons à chacun la capabilité, c'est-à-dire la capacité à avoir une vie décente. Donc préoccupons-nous des retraites, préoccupons-nous des salaires. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui que des gens soient des travailleurs pauvres, par exemple, c'est-à-dire vivent avec des niveaux de salaire qui ne leur permettent pas d'éduquer leurs enfants dans des bonnes conditions, ou des personnes âgées, ou des jeunes qui sont dans un état de très grande précarité, parce que justement ils n'ont pas le revenu minimum. Moi, c'est une des propositions que je fais dans mon plaidoyer pour la fraternité. Passons à ce qu'on appelle un revenu de base ou un revenu citoyen, c'est-à-dire donnons à chacun les moyens de vivre décemment sans être esclave de l'exploitation économique. C'est une position qui est une position forte, mais on a les moyens aujourd'hui d'aller vers ce type de solution politique. Donc il faut en avoir l'audace. Surtout qu'il semble que ça coûterait évidemment moins cher, de façon générale, à toute société. Non seulement ça coûterait moins cher, mais on libérerait l'initiative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent dans notre société parce que souffrent et ne sont pas aussi créatifs qu'ils pourraient l'être, aussi entreprenants qu'ils pourraient l'être, parce qu'ils sont contraints par un travail qui ne les intéresse pas et parce que leur taux de rémunération est beaucoup trop bas. Donc ils sont condamnés à une vie qui ne les intéresse pas et ils sont condamnés à une vie dans la précarité. Donc donnons à chacun une certaine sécurité financière qui va lui permettre, qui va faire en sorte qu'il ne sera plus étranglé par la contrainte économique et qui va libérer... alors si j'étais, je dirais, un économiste, je dirais ce qui va libérer sa consommation, mais pas seulement sa consommation, moi je dirais sa créativité, son initiative, etc. Parions sur la capacité des gens à avoir une véritable autonomie, parce que souvent on dit, oui mais si on donne un revenu minimum aux gens, on va créer des assistés. Forcément, on créera un petit pourcentage d'assistés, mais il y a surtout des gens qui vont s'emparer de ça pour enfin s'engager dans la société dans un sens qui est vraiment le leur, qui correspond à leurs véritables aspirations. Voilà. Mais je crois qu'en ce début du XXIe siècle, il est temps que nous ayons de l'audace sur le plan politique et social. Voilà. En tout cas, on dit souvent que pour donner envie de vivre dans ce monde-là, il faut qu'on ait la capacité d'y participer un petit peu. C'est ce que vous dites. Oui, d'y participer un petit peu. Et pour ça, combattre le sentiment d'impuissance. On n'est jamais totalement impuissant. Donc que chacun cherche autour de lui d'autres avec lesquels il pourra s'associer pour agir, même à une petite échelle. On n'a jamais mieux dit que l'union fait la force. Voilà.